Voici la forteresse de Verdun. Et ce qui s'y passa en 1916 en dit long sur ce dont les êtres humains sont capables les uns envers les autres. Les choses les plus effroyables de toute la Première Guerre mondiale se produisirent précisément sur ce sol. Et c'est exactement ce que vous allez entendre maintenant. Mais pour comprendre pourquoi cela arriva, il faut remonter à l'origine. Fin 1915, le front occidental avait déjà coûté plus d'1 million de vies pour presque strictement rien. Un cul-de-sac de 40 000 km de tranchées et de no man's land était une nouveauté absolue. Créé par le premier déploiement à grande échelle de mitrailleuses et d'artillerie à tir rapide, qui avait balayé toutes les tactiques conventionnelles de cavalerie ouverte et de charge d'infanterie. La guerre industrialisée produisait des pertes tout simplement jamais vues auparavant dans le monde. Et personne n'avait la bonne réponse aux tranchées qui surgissaient dès qu'aucun camp ne pouvait manœuvrer mieux que l'autre. Les hommes mouraient à un rythme alarmant dans tentative ratée après tentative ratée pour percer les lignes. Pendant un an entier, les Alliés avaient tenté de briser ce cul-de-sac par la force brute. Quand une attaque massive échouait, ils tentaient simplement une autre encore plus grande. Et quand celle-ci échouait aussi, ils passaient à une encore plus vaste. Et bientôt une chose devint claire. Cela ne pouvait pas se faire par des moyens conventionnels dont ils pouvaient concevoir, et ils épuiseraient littéralement leurs soldats s'ils continuaient ainsi. Des jours de préparation d'artillerie lourde avec des millions d'obus, puis des centaines de milliers d'hommes chargeants ne parvenaient au mieux qu'à percer la première ligne de défense, avant de s'arrêter net à la seconde où le fil de fer barbelé était intact et où ils étaient fauchés par les mitrailleuses. Puis une contre-attaque les repoussait à la ligne de départ. Rien ne changeait, à part des milliers et des milliers de soldats mourant pour absolument rien, bien que cela ne les ait pas vraiment arrêtés dans l'envoi de leurs hommes à l'assaut inutile. Cependant, un général allemand eut une idée pour vaincre la France. Il soutint que leur principal ennemi, les Britanniques, ne pouvait pas être détruit directement par voie terrestre, mais que si on pouvait détruire les Français en premier, on anéantirait tout pouvoir britannique en Europe. Son idée était que si le front ne pouvait être brisé, il ne fallait même pas essayer. Au lieu de cela, parce que la défense avec mitrailleuses, artillerie à tir rapide et fil de fer barbelé était bien supérieure à toute tactique offensive qu'il pouvait imaginer, le chef d'état-major allemand Erich von Falkenhayn décida de tendre un piège qui tuerait lentement l'armée française, plutôt que d'essayer de tout briser dans une offensive spectaculaire. Il choisit de l'épuiser, de la vider de son sang, de la drainer goutte à goutte, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus poursuivre la guerre. Et comment fait-on cela ? Eh bien, au lieu d'une attaque à grande échelle sur tout le front, on choisit une cible où l'on peut concentrer ses forces et la capturer. Mais plus important encore, une cible que l'ennemi ne peut pas se permettre de perdre. On sélectionne quelque chose d'incroyablement important pour lui, que ce soit stratégiquement, symboliquement ou émotionnellement. Quelque chose de si lié à la fierté française que ses dirigeants ne pourraient l'abandonner sans humiliation nationale. Une fois cette position en main, on s'assure de la tenir solidement et on attend que la France contre-attaque. Comme nous l'avons dit, les mitrailleuses et l'artillerie favorisent toujours le défenseur. Ainsi, il tiendrait la position aussi longtemps que possible, laissant les Français venir encore et encore dans des zones de mort préparées, infligeant des pertes catastrophiques. Et comme l'indiquait le nom de la tactique, Ausblüten, vider la France de son sang. Maintenant, pourquoi Verdun spécifiquement ? D'abord, elle se trouvait en saillant, dire une partie de la ligne de front qui avance en territoire ennemi. Après la capture de Saint-Mihiel par les Allemands en 1914, la position française autour de Verdun formait une excroissance bizarre dans les lignes allemandes, où les Allemands pouvaient l'approcher par trois côtés, la rendant géographiquement vulnérable et très attrayante comme cible. Deuxièmement, la logistique. Verdun n'était relié que par une voie ferrée étroite et une longue route depuis Bar-le-Duc. Et cette artère d'approvisionnement était extrêmement vulnérable. De plus, la logistique allemande dans ce secteur était meilleure, lui permettant de concentrer et ravitailler son artillerie bien plus efficacement. Et enfin, le facteur le plus important pour cette tactique précise. Verdun portait un nom remontant au traité de Verdun en 843, qui divisa l'empire de Charlemagne et façonna essentiellement l'avenir de la France et de l'Allemagne. Puis, durant la guerre franco-prussienne, Verdun fut l'une des dernières forteresses à tomber, en faisant un symbole de l'esprit combatif et de la résistance française. Que les sales ennemis allemands la leur prennent serait comme cracher au visage de chaque Français. Et c'est exactement ce que les Allemands voulaient. Ils savaient que les Français feraient tout pour reprendre Verdun s'ils la capturaient. Voici cependant la première ironie de cette histoire. Après avoir vu les forts belges détruits par les gros canons de siège allemands en 1914, ce qui mit fin à l'ère des forteresses traditionnelles, le grand quartier général français décida que les forteresses étaient désormais obsolètes et ne pouvaient plus servir à la défense comme avant l'apparition de l'artillerie super lourde. Même si les forts français étaient bien plus solides que les Belges, avec du béton armé épais et des coussins de sable conçus pour absorber les coups lourds, ils commencèrent à dépouiller leurs forts de canons lourds et de munitions.
réduisant les garnisons et affaiblissant ainsi les défenses. Tout au long de 1915, des canons furent retirés des forts de Verdun, les stocks de munitions et les garnisons diminuées. Le fort d'Ouaumont, le plus fort de tous, passa d'une garnison complète de plus de 800 hommes à peine 50 réservistes âgés sous les ordres d'un sous-officier, avec certaines positions défensives littéralement sans hommes et des tranchées laissées inachevées. Des officiers avertissaient le grand quartier général que Verdun était dangereusement exposé, mais les politiciens, comme toujours, en savaient mieux et ne firent rien, concentrant leur attention sur les offensives ratées qui épuisaient la France. Et comme vous pouvez maintenant le voir, c'est précisément ce qui mena directement à la bataille de Verdun, parce que les Allemands observaient attentivement et se préparaient. Tout était prêt pour les horreurs qui allaient suivre. Avant la bataille elle-même, un bref aperçu du système de forteresse autour de Verdun pour que vous vous fassiez une idée de l'ampleur de ce qui allait être combattu. La ville de Verdun est située sur la rivière Meuse, qui coule approximativement du nord au sud dans la région, divisant le champ de bataille en deux moitiés, la rive droite et la rive gauche. Les Français avaient construit un vaste système de fortifications dans les collines entourant la ville, conçu pour bloquer toute invasion allemande venant de l'Est. Et le système était organisé en deux anneaux concentriques. L'anneau extérieur comptait environ 22 grands forts sur les hauteurs, tandis que l'anneau intérieur en avait une demi-douzaine de plus petits, plus proches de la ville. Et entre et autour d'eux se trouvaient de nombreuses autres positions fortifiées mineures qu'on peut qualifier de points forts. L'important est que les forts étaient conçus pour se soutenir mutuellement, chaque fort pouvant couvrir ses voisins par le tir d'artillerie. Ils étaient construits en béton armé épais avec des portes en acier, des tourelles de canon, des coupoles d'observation, des positions de mitrailleuses, et ainsi de suite. Pour notre récit, vous n'avez pas besoin de connaître les 28 forts, car l'attaque allemande vint d'une direction unique, frappant la rive droite de la Meuse. Le 20 et 1 février 1916, à 7h15 du matin, sur un front d'environ 20 km sur la rive droite de la Meuse, plus de 1200 canons allemands ouvrirent simultanément le feu à une échelle concentrée jamais vue auparavant dans la guerre. Parmi eux se trouvaient les fameuses Bertha de 420 mm, des obusiers de siège et des canons navals de 380 mm, aux côtés de centaines de mortiers lourds. Le bombardement fut déroulé systématiquement à travers le front français, d'abord balayant tranchées et lignes de communication, puis positions d'artillerie, et enfin les bois où les défenseurs s'étaient réfugiés, les déchiquetant complètement en 9 heures de tirs ininterrompus. Les soldats français qui survécurent en sortirent traumatisés par les obus et mentalement brisés par la violence pure d'un barrage qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Et ce n'était que le début. Vers 6 heures, l'infanterie allemande fut envoyée en avant avec prudence pour sonder les défenses françaises et voir combien en avait réellement réchappé. Et malgré le terrain dévasté par ce bombardement effroyable, environ la moitié des défenseurs français étaient encore en vie. Et ils opposèrent une résistance étonnamment forte malgré leur état de choc et leur infériorité numérique écrasante. Dans une zone boisée, des Sturmtruppen allemands ignorèrent les ordres d'avancer prudemment et parvinrent à percer la ligne française après 5 heures de combats acharnés, prenant tout le bois. Mais ce fut le seul vrai succès allemand de la journée. Partout ailleurs, les Français tinrent bon avec bien plus de ténacité qu'on ne l'avait anticipé. Les autres secteurs ne tombèrent que le jour suivant, mais les pertes étaient déjà horribles des deux côtés. Ce qui suivit fut un effondrement lent mais régulier des défenses françaises brisées. Le lendemain, les Allemands utilisèrent des lance-flammes pour déloger les derniers défenseurs des positions avancées. Le 24 février, les 13 km de lignes extérieures françaises s'étaient effondrées et les divisions qui les tenaient avaient cessé d'exister de fait. Les Allemands déployèrent 96 équipes de lance-flammes et l'effet sur les positions défensives fixes fut tout simplement horrifiant, avec des soldats courant vers l'arrière, les vêtements et les cheveux en feu. Ainsi, le 25 février, les défenses avancées françaises avaient disparu. Les bois et tranchées de la ligne extérieure avaient été submergés, et les Allemands poussaient maintenant dans la zone des forts proprement dit. Le 26 février, après seulement 5 jours de combat, les pertes françaises s'élevaient à environ 24 000 hommes. Les pertes allemandes étaient d'environ 25 000, et la bataille ne faisait que commencer. Le premier grand fort sur leur chemin fut le fort d'Ouaumont, le plus grand et le plus important de toutes les fortifications de Verdun. Il se dressait sur la hauteur la plus élevée de la rive droite, et grâce à cette élévation, qui que ce soit le tenait pouvait observer et diriger les tirs d'artillerie sur pratiquement tout le champ de bataille. Avant la guerre, il était considéré comme le fort le plus solide d'Europe. Quand il était pleinement tenu, il pouvait abriter près de 1000 hommes, mais il ne l'était pas. À cause de cette décision du grand quartier général français, prise l'année précédente, Douaumont avait été dépouillé de presque tout. La garnison était réduite à une équipe d'environ 60 réservistes territoriaux d'âge mûr.
L'après-midi du 25 février, un sergent pionnier saxon nommé Félix Otto Kunz, commandant 10 sapeurs de combat, atteignit le fossé du fort. Il trouva une brèche dans le mur causée par un obus allemand et eut l'idée de s'y faufiler. Ses propres hommes refusèrent de le suivre, mais il y alla quand même seul, armé seulement d'un fusil. Il erra dans les couloirs sombres et vides du fort, suivant le bruit du seul canon encore en train de tirer à l'aveugle de l'intérieur. Là, il trouva une équipe de 4 hommes, qu'il captura et enferma dans une pièce. Il avança plus loin et trouva une salle à manger avec de la nourriture encore sur les tables, s'assit donc et mangea correctement malgré le carnage qui faisait rage autour de lui, pendant que les soldats français capturés l'observaient, se demandant probablement ce qui venait de se passer. Peu après, ces renforts arrivèrent enfin, et il y eut bientôt environ 90 Allemands à l'intérieur du fort, le capturant sans un seul coup de feu, sans une seule perte. Voilà pour le fort le plus solide d'Europe. La chute de Douaumont envoya un choc à travers le commandement français tandis que les Allemands fêtaient. Mais s'ils avaient su ce qui les attendait, personne n'aurait fêté, car au cours des 8 mois suivants, les Français lancèrent des contre-attaques répétées pour reprendre le fort qu'ils avaient perdu si facilement, avec des pertes s'accumulant à environ 100 000 soldats, exactement selon le plan allemand. Lors d'une seule de ces nombreuses attaques sur ce fort, 12 000 hommes furent envoyés pour le reprendre, et en 36 heures, ils furent repoussés avec presque 6 000 pertes. Cela vous donne juste un aperçu des horreurs, mais entrons dans la façon dont les combats se déroulaient réellement. Les combats devinrent rapidement un corps sauvage et horriblement souvent à la baïonnette, où grenades et pelles devinrent les armes principales de l'infanterie. Le fusil était presque inutile parce qu'il n'y avait tout simplement pas d'espace pour viser et tirer correctement. Les assaillants lançaient des grenades dans un amas d'entonnoirs d'obus ou une section de tranchées effondrée, puis se ruaient à l'intérieur pendant que les défenseurs étaient assommés. Si les défenseurs étaient encore en vie, cela tournait au combat au corps. Corps dans la boue, à main nue. Les deux camps utilisèrent des obus chimiques tout au long de la bataille. Les Allemands commencèrent par du gaz lacrymogène pour forcer les soldats à sortir de leurs abris. Puis ils passèrent au phogène, dont les effets sur le corps humain sont tout simplement horrifiants, et les Français ripostèrent avec la même arme. Vous pouvez regarder plus tard notre vidéo sur les horreurs des armes chimiques durant la Première Guerre mondiale, si vous voulez en savoir plus. Le général français Pétain prit alors le commandement, et après son arrivée à Verdun, il annula tous les plans de retraite et ordonna de renforcer les forts restants. Il fit immédiatement 2 choses qui maintinrent Verdun en vie pour le reste de la bataille. La première fut la voie de ravitaillement. Si vous vous souvenez du début, nous avons dit que Verdun se trouvait en saillant avec des lignes de ravitaillement très fines et que tout passait finalement par une unique route étroite de 56 km depuis la ville de Bar-le-Duc. Cette route devint leur lifeline. Et au cours de la bataille, environ 8000 véhicules y circulaient en permanence. Environ 2,5 millions d'hommes y furent transportés, 2 millions de tonnes de ravitaillement et quelques 800 000 blessés évacués. La seconde chose fut le système de rotation. Contrairement aux Allemands qui ne pouvaient se le permettre, le général Pétain organisa un système où les divisions entraient et sortaient du secteur de Verdun environ toutes les 2 semaines, ou dès qu'une unité avait perdu la moitié de son effectif. Cela signifiait que les Allemands faisaient face à des troupes relativement fraîches, mais cela allait horriblement se retourner contre le commandement français, car l'horreur de Verdun ne se cantonna pas à une partie de l'armée. Elle se répandit à travers pratiquement toute la nation. Une énorme portion des soldats français passa par cette rotation, et ce que ces hommes virent et vécurent là, allait plus tard causer un refus direct d'ordre quand ils furent envoyés à nouveau à l'assaut suicide, parce qu'ils savaient tous à quel point c'était futile et qu'ils étaient littéralement envoyés à la mort. Mais pour l'instant, la crise immédiate était quelque peu stabilisée et un effondrement total évité. Et avec cela, la bataille entra dans sa phase la plus sombre à ce jour. Les Français avaient positionné de l'artillerie sur 2 collines à l'ouest de la Meuse, l'une pittoresquement appelée la Côte du Poilu et l'autre le Coteau 304. D'ici, ils avaient une vue dégagée sur les forces allemandes avançant sur la rive droite et frappaient leurs flancs, décimant les charges allemandes vers les fortifications de Verdun. Les Allemands réalisèrent donc qu'ils ne pouvaient continuer à pousser vers Verdun sans d'abord réduire au silence ses canons. Le 6 mars, après un bombardement aussi lourd que celui qui avait ouvert la bataille, ils étendirent l'attaque à la rive gauche. L'objectif était de prendre ces 2 collines et d'éliminer l'artillerie française derrière elles. Ce qui suivit fut 3 mois des combats les plus sauvages de toute la bataille, dans des conditions que les soldats des 2 camps décrivirent plus tard comme la pire chose qu'ils aient vécue durant toute la guerre. Et ces hommes avaient déjà traversé la phase initiale sur la rive droite. Un camp prenait une position, l'autre contre-attaquait. Les positions changeaient de main plusieurs fois dans une même journée, et les pertes étaient vertigineuses des 2 côtés. Il n'y avait plus de tranchées correctes.
Le pilonnement était si constant et si lourd que le sol n'était plus qu'un enchevêtrement d'entonnoirs d'obus, un paysage lunaire de boue, d'eau et de restes humains. Les soldats vivaient dans ces entonnoirs reliés par de fossés peu profonds grattés dans la terre. Il n'y avait aucun abri contre la météo ni contre les obus. Les morts ne pouvaient être récupérés parce que quiconque se montrait en surface était tué. Les corps restaient donc là où ils tombaient et étaient lentement broyés dans la boue par les explosions suivantes. Les hommes dormaient à côté de cadavres. Ils les utilisaient comme couverture. Ils les intégraient dans les parois de la position qu'ils tenaient. Les rats arrivèrent en nombre colossal pour se nourrir. Et l'odeur est quelque chose qu'on ne peut vraiment décrire pour ceux qui n'y étaient pas, mais ceux qui l'ont vécu dirent que c'était quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Nous ne pouvons pas vous montrer ces photos ici, mais si vous voulez vous donner des cauchemars, cherchez sur internet après cette vidéo. Mais honnêtement, je ne le recommande pas vraiment. L'eau potable était presque inexistante. Les groupes de porteurs tentant d'apporter de l'eau vers l'avant étaient massacrés. Un soldat allemand décrivit avoir vu un homme rendu fou par la soif boire dans un étang couvert de vases vertes alors qu'un corps gonflé flottait dans l'eau. La dysenterie était partout. Les survivants sortant de la ligne étaient décrits comme des squelettes muets. L'espérance de vie moyenne d'un soldat envoyé combattre à Verdun était d'environ 14 jours. Fin mai, les Allemands avaient pris les 2 collines de la rive gauche, mais à un coût si énorme qu'ils n'avaient pas réellement résolu le problème. Les Français avaient simplement reculé leur artillerie derrière les collines et continuaient à tirer. La côte 304 avait été physiquement réduite en hauteur d'environ 7 mètres par le pilonnement concentré. 10 000 morts français sur cette colline seule. Avant de passer aux horreurs suivantes, quelque chose se produisit à l'intérieur du fort Douaumont tenu par les Allemands, qui montre à quel point les conditions étaient devenues effroyables même pour le camp qui était censé gagner. Le fort Douaumont était conçu pour 600 hommes. À ce stade, environ 3000 soldats allemands y étaient entassés. Les couloirs étaient remplis d'hommes, d'équipements, de munitions, d'obus français non évacués et de bidons de carburant pour lance-flammes stockés n'importe où il y avait de la place, parmi lesquels les soldats vivaient, fumaient et cuisinaient. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner, n'est-ce pas? Eh bien, tout. Et d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Le matin du 8 mai vers 4h30, quelque chose dérailla au niveau inférieur. La cause exacte ne fut jamais établie avec certitude, mais le récit le plus accepté est que des soldats faisaient du café en utilisant des étuis de cordite renversés comme réchaud et de la poudre prélevée sur des grenades à main comme carburant. Un feu se déclara et atteignit le carburant pour lance-flammes stocké à proximité. Une épaisse fumée noire commença à envahir les couloirs inférieurs. Les soldats en bas, le visage noirci par la fumée, paniquèrent et montèrent les escaliers vers le niveau supérieur. Et voilà où cela tourna aux catastrophes dans la catastrophe. Les troupes à l'étage supérieur virent ces silhouettes noircies monter les escaliers et, dans la confusion et l'obscurité, les prirent pour des soldats français coloniaux noirs qu'ils pensaient s'être infiltrés dans le fort. Ils se mirent à crier « Les Noirs arrivent !» et lancèrent des grenades à main sur leurs propres hommes. Les grenades atteignirent le dépôt d'obus français. Les obus explosèrent et déclenchèrent les stocks de grenades à main et de détonateurs. 3 explosions massives déchirèrent le fort successivement. Toutes les lumières s'éteignirent. L'onde de choc traversa les couloirs étroits. Nous ne pouvons pas entrer dans trop de détails ici sans risquer que la vidéo soit supprimée de YouTube, mais disons simplement que toutes ces personnes entassées parmi des explosifs et du carburant pour lance-flammes dans un espace concret confiné n'en ressortirent pas indemnes. Ils se battirent entre eux pour sortir du fort en flammes, bloquant les issues dans la panique. Entre 700 et 800 soldats allemands périrent, et environ 2000 autres furent blessés dans une catastrophe au sein de ce qui était déjà l'une des batailles les plus effroyables de l'histoire humaine, comme si cela ne suffisait pas. Et parce que le fort était sous un pilonnement d'artillerie constant, les Allemands ne purent évacuer les corps. Les restes de ces hommes y sont encore scellés aujourd'hui dans le fort Douaumont. Après l'explosion, la garnison survivante ne partit pas. Elle resta et continua à se battre. Mais les soldats qui durent vivre et dormir dans ce fort avec leurs camarades morts murés à quelques couloirs de là lui donnèrent un nouveau nom. Ils l'appelèrent le Sargue d'Eckel, le couvercle de cercueil. Avec les collines de la rive gauche prises mais le problème toujours irrésolu, les Allemands reportèrent toute leur attention sur la rive droite. Ce qui suivit en juin et juillet serait la phase la plus désespérée de toute la bataille et le moment où les Allemands se rapprochèrent le plus de prendre réellement Verdun. Début juin 1916, entre les Allemands et Verdun, il ne restait plus guère que quelques positions. Le prochain grand fort sur leur chemin était le fort Vaux, un fort plus petit, à environ 3 km au sud-est de Douaumont. Derrière, la dernière ligne de défense était une crête passant par un petit village nommé Fleury et se terminant au fort Souville, dernier fort avant que le terrain ne descende vers Verdun. Si Souville tombait, il ne restait rien. Les Allemands pouvaient voir la ville et c'était fini.
Mais avant le siège du fort Vaux, il faut dire quelque chose sur le fort lui-même. Il était bien plus petit que Douaumont, environ un quart de sa taille. Il avait aussi été dépouillé de la plupart de ses défenses l'année précédente et ne disposait d'aucune artillerie. Ses murs en béton présentaient 7 brèches bouchées seulement de sacs de sable. Et au lieu des 150 hommes pour lesquels il était conçu, plus de 600 y étaient désormais entassés, la plupart blessés ou rescapés d'unités décimées dans les combats environnants. À l'intérieur se trouvait le commandant Sylvain Eugène Raynal, 49 ans, qui marchait avec une canne à cause de blessures reçues en 1914, 4 pigeons voyageurs, et un épagnol cocker nommé Nick. Le 1er juin, les Allemands lancèrent une massive assaut sur le fort dans le cadre d'une opération appelée Gneisno. Environ 40 000 soldats allemands attaquèrent la zone autour de Vaux, et le fort était déjà bombardé par environ 8 000 obus par jour. Le matin du 2 juin, des pionniers allemands utilisèrent des lance-flammes pour réduire au silence les mitrailleuses françaises couvrant le fossé, puis le traversèrent et escaladèrent le toit du fort. Ils firent sauter une porte en acier avec des charges de démolition. Ce qui suivit fut quelque chose qui n'était jamais arrivé avant dans la guerre, une bataille à grande échelle entièrement à l'intérieur d'une fortification. Les couloirs du fort Vaux ne faisaient qu'1 mètre de large. Raynal avait ordonné la construction de barricades de sacs de sable à travers l'intérieur, des murs en zigzag avec de petites ouvertures pour tirer aux fusils mitrailleurs et lancer des grenades. Les combats devinrent donc un cauchemar couloir par couloir, barricade par barricade, dans une obscurité quasi totale. Les grenades explosaient dans des espaces concrets confinés où le souffle était bien plus amplifié qu'en plein air, et les projectiles ricochaient sur les murs en béton dans toutes les directions. Les balles tournoyantes causaient des blessures effroyables parce qu'elles ne volaient plus droit en touchant les soldats. L'air devint irrespirable, épais de fumée de cordite et de poussière. Il n'y avait nulle part où emmener les blessés ni où mettre les morts, qui restaient donc dans les couloirs aux côtés des hommes encore en train de se battre. Le 4 juin, les Allemands amenèrent 6 lance-flammes à l'intérieur du fort et commencèrent à projeter du feu dans les tunnels d'accès pour brûler les défenseurs. Les hommes de Raynal vérifièrent le réseau d'eau du fort et découvrirent qu'il était presque vide, ne restant qu'environ 30 litres d'eau contaminée au fond. À une autre entrée, les Français parvinrent à capturer l'un des lance-flammes allemands et à le retourner contre les assaillants. Le 5 juin, les Allemands prirent la dernière latrine utilisable du fort, puis obstruèrent les conduits de ventilation et y pompèrent fumée et gaz toxiques. Et malgré tout cela, les Allemands ne pénétrèrent jamais plus d'environ 15 mètres dans le fort. Voilà avec quelle férocité les Français se battirent dans ces couloirs. Pour les 3 derniers jours du siège, la garnison n'eut plus d'eau du tout. Les hommes burent leur propre urine. Ils léchèrent l'humidité et la vase sur les murs de pierre humide du fort pendant que les rations dont ils disposaient étaient surtout du porc salé, ce qui ne passe pas vraiment avec une gorge complètement sèche. Le seul moyen pour Raynal de communiquer avec l'extérieur était par pigeon voyageur, et le 4 juin, il n'en avait plus qu'un, un oiseau nommé le Vaillant. L'oiseau était déjà affaibli par l'exposition au gaz, et les soldats le portaient vers une meurtrière pour qu'il respire de l'air frais et reste en vie. À 11h30 le matin du 4 juin, le commandant attacha son dernier message au pigeon et le lâcha. Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque au gaz et à une fumée très dangereuse. Il est urgent de nous soulager. C'est mon dernier pigeon. Le Vaillant traversa gaz, fumée et tirs ennemis pour atteindre le pigeonnier français à la citadelle de Verdun. Le pigeon livra le message et mourut peu après. Il reçut la Légion d'honneur, seul pigeon à recevoir cette distinction durant toute la guerre, ainsi que la Croix de guerre et la mention Mort pour la France. L'oiseau fut empaillé et placé dans un musée. Le soir du 6 juin, après 6 jours de combats souterrains sans eau, Raynal et ses 4 officiers survivants décidèrent de se rendre. Les pertes françaises furent d'environ 50 morts et 87 blessés à l'intérieur du fort. Les pertes allemandes pour le siège de 6 jours s'élevèrent à 2742 soldats, plus 64 officiers tués, ce qui montre ce que cela coûta aux assaillants pour prendre un fort déjà à moitié ruiné et totalement sans artillerie. Après la reddition, quand les troupes allemandes entrèrent enfin dans le fort, elles furent choquées de voir des soldats français et l'épagnol Nick ramper dehors pour boire dans des entonnoirs d'obus boueux à l'extérieur. Avec le fort Vaux aux mains des Allemands, la situation devint vraiment désespérée pour les Français. Les Allemands tenaient désormais les 2 principaux forts de la rive droite. La seule chose qui les séparait encore de Verdun était cette dernière crête passant par le village de Fleury jusqu'au fort Souville. Au cours des semaines suivantes, Fleury changea de main 6 fois. Pas 6 escarmouches. 6 fois que le village fut pris et perdu par un camp ou l'autre, avec des pertes et une destruction indicibles. Quand ce fut terminé, le village avait cessé d'exister. Pas un seul bâtiment n'était debout. Il avait été rayé de la carte. Fleury fut l'un des 9 villages autour de Verdun complètement effacés par les combats et jamais reconstruits. Après la guerre, ils furent déclarés morts pour la France.
interdits d'habitation ou de culture parce que le sol était saturé d'explosifs, de résidus de gaz toxiques et de restes humains. Le 22 juin, les Allemands lancèrent ce qui devait être le coup décisif. La veille au soir, 230 canons allemands tirèrent plus de 110 000 obus au phosgène sur les positions d'artillerie françaises derrière les lignes. C'était une nouvelle variante de gaz que les chimistes allemands pensaient capables de vaincre les masques français. Cela tua ou blessa environ 1600 artilleurs français. Tout le but étant de neutraliser les canons avant l'assaut d'infanterie. Le lendemain matin, 3 corps d'armée allemands, environ 50 000 à 60 000 hommes, attaquèrent sur un front de 6 km. Ce fut l'assaut allemand le plus massif de toute la campagne. Le front français fut à 2 doigts de rompre complètement. Le 23 juin, alors que la crise battait son plein, le général Robert Nivelle, qui avait remplacé Pétain au commandement direct, lança un ordre à ses troupes « Vous ne les laisserez pas passer, mes camarades ». Cela devint le légendaire « Ils ne passeront pas ». La plupart des gens l'associent à Pétain, mais ce fut Nivelle qui le dit en réalité. Mais les Allemands n'avaient pas dit leur dernier mot et tentèrent une ultime offensive. Après avoir tiré 300 000 obus et engagé environ 40 000 hommes, un petit groupe d'environ 150 soldats allemands parvint réellement sur le toit du dernier fort. Et pendant un bref instant au cours de 10 mois de combat, des soldats allemands se tinrent au sommet du fort Souville et virent la ville de Verdun au loin. La chose pour laquelle toute leur armée s'était battue et était morte depuis février était là, juste devant eux. Cependant, ils ne purent la prendre. Un lieutenant français, Kléber Dupuy, s'était réfugié à l'intérieur du fort avec environ 60 hommes. Il mena son petit groupe dehors et les chassa. Puis l'artillerie française, pensant la position tombée, commença à pilonner son propre fort. Ainsi, à l'été 1916, l'offensive allemande à Verdun s'essouffla. Ils avaient attaqué pendant 5 mois. Ils tenaient 2 forts et quelques collines, et ils étaient loin de prendre la ville. Et le plan global de Falkenhayn pour vider la France de son sang en la forçant à défendre Verdun à tout prix avait un défaut fatal qui devenait maintenant évident. La France saignait, oui, mais l'Allemagne aussi. Le plan supposait que l'Allemagne pouvait infliger des pertes à un ratio favorable. Mais en réalité, les pertes étaient presque égales. Ce qui brisa finalement l'offensive allemande ne fut rien de ce qui se passa à Verdun même. Les Russes lancèrent leur offensive sur le front de l'Est et fracassèrent l'armée austro-hongroise, forçant l'Allemagne à retirer des divisions de Verdun pour stopper l'effondrement. Puis, le 9 juillet, les Britanniques et Français lancèrent la bataille de la Somme, qui obligea encore plus de troupes et de canons allemands à partir. L'attaque allemande à Verdun manqua tout simplement d'hommes et de munitions pour continuer. Le 29 août, l'homme derrière toute la stratégie fut limogé. Un dernier désastre se produisit début septembre, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Derrière les lignes sur la rive droite, il y avait un tunnel ferroviaire d'environ 1 km de long appelé le tunnel de Tavannes. Il était utilisé simultanément comme caserne, poste de secours, dépôt de munitions et zone de mise en place. Les conditions à l'intérieur étaient horribles. Pas de latrines, ventilation bouchée, environ 3000 hommes entassés dans un espace avec presque plus d'air. Le soir du 4 septembre, un mulet chargé de fusées de signalisation et de munitions paniqua dans le tunnel. Les fusées s'enflammèrent. Le mulet s'emballa plus loin, propageant le feu qui atteignit les stocks d'essence et de munitions, et des explosions déchirèrent l'espace confiné. Au moins 500 soldats français périrent, tandis que les survivants qui sortirent furent accueillis par les tirs allemands. Les Allemands ne surent même pas ce qui s'était passé et l'armée française censura totalement l'incident. Les Français lancèrent ensuite des contre-offensives et reprirent presque tout ce que les Allemands avaient capturé. Le fort d'Ouamont fut repris le 24 octobre après que des canons ferroviaires de 400 mm l'eurent rendu inhabitable. Le fort Vaux fut trouvé vide le 2 novembre après que les Allemands l'eurent discrètement abandonné. Le 18 décembre, après une ultime poussée, la bataille fut officiellement terminée. Elle avait duré 302 jours. La ligne de front était presque exactement là où elle se trouvait le matin du 20 et un février avant que le premier obus ne soit tiré. Les pertes françaises furent d'environ 377 000 hommes, dont 162 000 morts ou disparus. Les pertes allemandes furent d'environ 337 000, avec 143 000 morts ou disparus. Au total, environ 714 000 hommes, dont environ 300 000 tués. Environ 70% de toutes les pertes à Verdun furent causées par les tirs d'obus. Près de 60 millions d'obus furent tirés, soit un à peu près toutes les 2 secondes pendant 10 mois, et rien n'y changea. La ligne ne bougea pas. Le système de rotation français avait fait passer 75% de toute son armée par Verdun, répandant le traumatisme à travers toute la nation. Quand une nouvelle offensive fut ordonnée en 1917, l'armée se mutina. Des milliers de soldats qui avaient survécu à Verdun refusèrent d'attaquer à nouveau, pour les raisons que vous avez maintenant vues de vos propres yeux. Environ 60 000 soldats, français et allemands, sont encore dans le sol là-bas, jamais récupérés.
Des obus non explosés sont trouvés chaque année, beaucoup contenant encore des agents chimiques actifs. Les experts disent qu'il pourrait falloir de 300 à 700 ans pour nettoyer complètement la zone. Plus de 130 000 soldats, os français et allemands mélangés et impossibles à distinguer, reposent dans l'ossuaire de Douaumont. N'est-ce pas que nous, en tant qu'espèce, sommes vraiment quelque chose d'exceptionnel ?